Donc, bonjour Laurent Gounel et merci beaucoup de m'accorder ce temps qui est précieux, j'imagine. Et du coup, juste avant de commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il y en a qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes l'auteur de plusieurs romans initiatiques, dont celui qui vous a celui qui vous a rendu connu. Donc, le premier qui est L'homme qui voulait être heureux, qui a été un succès planétaire. Et puis d'autres qui ont suivi, dont les titres que j'adore, parce que pour moi, chaque titre, c'est vraiment un enseignement à lui-même, en fait. Donc, il y a Les dieux voyagent toujours incognito. Après, il y a eu Le philosophe qui n'était pas sage. Le jour où j'ai appris à vivre. Et le dernier, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est ça? C'est bien ça. Et donc, moi, en fait, pourquoi j'ai voulu vous interviewer? Parce que, en fait, mon blog et ma chaîne YouTube s'appellent Les Guerriers Pacifiques, donc en lien avec le roman initiatique de Dan Millman qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, moi qui a été le roman qui a changé ma vie quand j'ai eu 19 ans. Et en fait, moi, pourquoi j'ai voulu vous interviewer, c'est parce que je pense qu'on est animé par la même intention et par la même vocation, je pense, qui est celle d'éveiller les consciences. Donc moi, c'est plutôt à travers mon métier de coach et à travers mes vidéos, et vous, c'est à travers vos romans initiatiques. Et du coup, est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous raconter un peu votre parcours, comment vous êtes passé, un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à écrire des romans initiatiques? D'accord. En fait, mon parcours est tout sauf linéaire. Il aurait pu l'être parce que la trajectoire initiale semblait tout à fait tracée. C'est-à-dire, j'ai vécu une scolarité sans encombre qui a débouché sur des études à l'université dans le domaine économique. Et je me destinais à des professions financières. Et je me suis retrouvé à 23 ans, jeune cadre, au sein de la direction financière d'une grande entreprise. Et autant j'avais aimé mes études, qui me stimulaient intellectuellement, vraiment, je trouvais ça intéressant. Autant à partir du moment où je me suis retrouvé en poste dans cette grande entreprise, à la direction financière, j'ai très très vite, mais vraiment au bout de quelques semaines, compris que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Cette voie n'était pas faite pour moi ou je n'étais pas faite pour elle, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vite compris que je ne pourrais jamais tenir 40 ans dans le bureau où je me trouvais avec 2 ordinateurs et passer des journées à analyser des colonnes de chiffres, expliquer des écarts entre des budgets, du réalisé, etc. Et donc problème. Et à partir de là, la belle ligne qui avait été tracée jusque-là sans encombre, jusqu'à mon bac+5, s'est brisée. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Question qu'on se pose plutôt en général, que les gens sont amenés à se poser souvent vers 40 ou 50 ans. Ce qu'en Amérique on appelle la midlife crisis. Où souvent les gens se retrouvent sur une trajectoire et apprécient ou croient apprécier ce qu'ils vivent jusqu'à un certain point. Et puis au bout de 10 ou 20 ans d'expérience professionnelle, en général, ils s'interrogent sur le sens de tout ça. Finalement, la chance que j'ai eue, moi, c'est que cette question du sens s'est imposée à moi très jeune, puisque j'avais donc 23 ans. Alors, elle s'est imposée à moi violemment, mais c'est souvent le cas. C'est souvent à travers des crises, finalement, qu'on est amené à se poser des questions existentielles qui nous font évoluer. Puisqu'en l'occurrence, moi, j'ai erré de poste en poste pendant 5 ans dans le monde de l'entreprise, en me maintenant un peu la tête hors de l'eau, j'étais en survivant, mais je n'étais pas épanoui, je n'étais pas du tout heureux dans ce que je faisais. Et donc, ça a mal terminé. J'ai fini par me faire virer, me retrouver au chômage. Et alors, j'en suis aujourd'hui, mais je le vivais très mal à l'époque. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une crise professionnelle qui a débouché sur une crise personnelle. Je me dis, mais finalement, quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mon existence? Oui, ce que vous disiez, c'est que finalement, c'est avec le recul, même si vous le viviez mal, cette crise, là, vous arrivez à en sourire, mais sur le moment, c'était vraiment une période pas évidente qui était à la fois une crise professionnelle et personnelle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie sur le plan professionnel.
Et du coup, je me suis demandé, j'étais assez rapidement amené à me demander, mais quel était le sens de tout ça finalement? Quel était le sens de notre passage sur Terre? Donc cette question du sens s'est imposée à moi et s'est transposée, y compris dans des domaines personnels. Oui, j'avais comme tout le monde des hobbies, des passe-temps, comme par exemple, je faisais de la photo. Et je me suis demandé, mais finalement, ça sert à quoi? Quel est le sens de ça? Bon, ok, c'est agréable, mais ça apporte quoi finalement? Vous voyez, et le terme même de passe-temps s'est mis à me poser problème. Ça, je me disais, je suis sur Terre pour quelques décennies, voilà, l'esprit optimiste, 90 ans peut-être, 100 ans dans le meilleur des cas. J'ai pas envie de passer le temps. Mais donc, quel est le sens de tout ça? Vous voyez, donc vraiment grosse crise existentielle, dépression. Et en fait, ça a été une chance. Ça a été une chance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je sais pas si c'est nécessaire pour tout le monde de tomber au fond du trou pour pouvoir rebondir, mais c'était le cas pour moi. Et en fait, c'est pas anodin quand je prends du recul. Je pense que ce que m'a permis cette dépression, cette crise, c'est de comprendre que j'étais autre chose que mes actes. Ça me semblait un peu bizarre de dire ça, mais j'étais autre chose que mon métier, que le titre que je pouvais avoir, qui était valorisant quand j'étais jeune cadre. Parce que vous voyez, la plupart des gens, finalement, je pense, existent à travers des identités qui sont en fait des sortes de limitations de soi-même. C'est-à-dire, en fait, la plupart des gens, si vous leur demandez qui ils sont, ils vont vous répondre par leur métier, ils vont vous répondre, voilà, je suis consultante, coach, commercial, employé, etc. Ils vont se définir par leur métier, alors qu'en vérité, ils sont autre chose que leur métier, parce qu'ils auraient pu en choisir un autre d'ailleurs, quoi. Et puis d'autres vont se définir par des qualités. Je suis quelqu'un de gentil, par exemple, ou de dynamique, ou de fort. Sauf que la qualité ne les définit pas, parce que d'autres personnes peuvent avoir exactement les mêmes qualités en étant d'autres personnes. Vous voyez, donc finalement, on tend, et c'est notre ego en nous qui tend à s'accrocher à des espèces de fausses représentations de soi-même, qui sont rassurantes, c'est-à-dire elles nous donnent une image positive de nous-mêmes, notamment vis-à-vis des autres. Donc on peut s'accrocher à ça, et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'exister à travers notre métier, à travers nos qualités, à travers notre physique, si on est beau, etc. Et nos possessions même pour certains, sauf qu'on n'est rien de tout ça. Et la grande chance que j'ai eue en vivant cette crise, et que d'autres personnes ont pu expérimenter aussi, même si c'est plus tard dans la vie, bah, c'était quand on est en situation d'échec, ce qui était mon cas dans tous les domaines, quand on est en situation d'échec, on réalise à un moment donné, et j'ai réalisé, que j'existais indépendamment de ça. J'avais plus de métier, j'étais au chômage, je possédais rien, j'étais pas beau à voir. Quand on est en dépression, on n'a pas une bonne tête. Et moi, j'avais perdu 10 kilos et j'étais vraiment mec comme un clou. Enfin, oui, je pouvais me raccrocher à rien. Je ne pouvais chercher à exister ou prétendre exister à travers rien d'extérieur, vous voyez, aucune image. Et néanmoins, j'existais toujours. Et ça fait bizarre hein, de le dire comme ça, mais c'était vraiment un drôle de sentiment. J'ai réalisé un jour que j'avais besoin de rien pour être qui j'étais. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai gagné une sorte de liberté. Liberté de quoi? Liberté notamment de faire ce que je voulais véritablement dans la vie. Et notamment, c'est à ce moment-là que j'ai choisi une orientation professionnelle qui me satisfaisait vraiment, qui me permettait de m'épanouir, parce que je la choisissais non pas pour plaire à mes parents ou pour être reconnu des autres, être admiré ou pour gagner de l'argent ou je ne sais quoi encore. Non, je la faisais parce que je me sentais appelé vers cela. Et comment vous avez senti cet appel? Parce que vous disiez que un de vos passe-temps, c'était plutôt la photographie. Ouais. Comment est venue l'envie d'écrire? Alors, l'écriture n'est pas venue du tout à ce moment-là. Ah, En fait, d'accord. oui, à ce moment-là, donc là j'avais à peu près 29 ans, c'est le fait de devenir consultant. Ça faisait plusieurs années que je me formais au développement personnel, aux sciences humaines, à la psychologie, mais c'était pas du tout mon métier. Et un jour, j'ai senti que j'étais appelé pour devenir consultant, formateur, vous voyez, donc ce besoin de transmettre, j'ai senti que c'était vraiment gravé en moi. Et ça peut sembler bizarre de le dire comme ça, parce que c'est un métier respectable, évidemment formateur, mais moi je suis issu d'une famille d'intellectuels scientifiques. Et mon père était agrégé de physiologie, professeur d'université, il dirigeait un laboratoire de recherche à l'université. Et donc, dans ce contexte familial, être formateur en sciences humaines, c'était vraiment un petit métier. C'était un tout petit métier. Vous voyez, j'étais un peu le raté de la famille.
Et néanmoins, je l'ai choisi en mon âme et conscience. C'est-à-dire, j'ai renoncé à la reconnaissance de mes parents. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, parce qu'en fait, quand on a un problème de reconnaissance, c'est renoncer. Tous les psys savent bien que ça vient de la reconnaissance des parents initialement. Et donc, il y a des gens qui peuvent passer leur vie entière à obtenir des autres de la reconnaissance parce qu'ils n'ont pas eu celle des parents. Donc, moi, je décidais en mon âme et conscience de renoncer à cette reconnaissance-là, qui est la plus importante, pour suivre ma voie. Et à partir de là, en fait, ce qui a été étonnant, c'est moi qui avais lutté quand j'étais dans le monde de l'entreprise pendant 5 ans. Mais à partir de là, tout a été facile, en fait. C'est-à-dire que pourtant, c'est un métier nouveau pour moi. Je me suis formé, bien sûr. J'ai suivi des formations de formateur, de consultant, etc. Mais néanmoins, j'étais débutant et ça a été facile. Les portes se sont ouvertes, mais vraiment comme par magie. Les clients sont tombés du ciel sans que j'ai à prospecter. Oui, c'est étonnant. Mais les clients venaient à moi. Tout était facile. Les contrats me tombaient du ciel. Et donc, j'ai continué de suivre cette voie en écoutant mon cœur, c'est-à-dire toujours à l'écoute de mon cœur. Et ça a été un bon guide, finalement. Et donc, ça a duré 10 ou 15 ans. J'ai exercé ce métier pendant une quinzaine d'années. Et ça nous mène en 2006. Et en 2006, c'est une année un peu charnière pour moi, parce que j'ai eu plusieurs coups durs sur le plan émotionnel. J'ai perdu mon père. Et 2-3 mois plus tard, j'ai perdu mon meilleur ami. Et puis en plus, dans la foulée, ma première fille est née, donc vous voyez, ça c'était des émotions positives, évidemment, mais gros chamboulement émotionnel. Allez savoir pourquoi, c'est à ce moment-là que j'ai pris la plume, alors que l'idée me trottait dans la tête depuis au moins 2 ans. C'est là que j'avais envie d'écrire pour partager les choses qui me semblent utiles dans ma vie, parce que j'avais suivi ce parcours qui avait été épanouissant pour moi, et j'avais conscience que beaucoup de gens n'étaient pas aussi heureux qu'ils pourraient l'être. Et que c'était dommage. Et moi, j'ai un côté un peu idéaliste, peut-être utopiste. J'aimerais que tout le monde soit heureux. Et je sais que c'est possible. Donc à partir de là, il fallait, c'est un impératif que j'agisse en ce sens. Ça peut sembler bizarre et pas très sexy, mais mon premier livre, quand j'ai pris la plume, je l'ai pris presque par devoir. Vous voyez, et là, il fallait, c'était mon devoir. Il fallait que j'écrive pour transmettre, pour retransmettre, parce que j'ai rien inventé, pour retransmettre ce qui était utile pour les gens. Parce que ça me rendait malheureux de voir des gens malheureux alors qu'ils avaient les moyens de s'épanouir. En tout cas, j'ai l'impression on a des similitudes dans nos parcours, donc c'est pas forcément arrivé à la même période et pour les mêmes raisons. Mais moi, par rapport à la crise de la cinquantaine que vous avez eue à 23 ans, finalement, Voilà. moi pareil. Moi je sais pas s'il y a vraiment eu une crise, mais très tôt, j'avais la conviction profonde que la vie n'était pas que souffrance. Et moi, de ce que je voyais autour de moi, quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt l'impression que la vie c'était dur, hein, que c'était compliqué, que c'était laborieux. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais franchement, si la vie c'est ça, à quoi bon, quoi. À quoi bon? Et en même temps, il y a une petite voix, je pense, qui m'a vraiment sauvée. Peut-être mon petit sage intérieur, je sais pas, une intuition qui me disait non, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a un moyen d'être heureux. Alors, t'as pas encore trouvé comment, t'as pas trop, pour l'instant, personne t'a expliqué comment faire, mais continue de chercher et tu vas trouver. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, moi j'ai commencé je me suis retrouvée à faire du kung-fu. Et c'est mon enseignant de kung-fu en fait qui m'a prêté son propre ouvrage qui s'appelle le guerrier pacifique. Il m'a prêté son livre et il m'a dit lis-le. Et il m'a dit moi c'est mon livre de chevet. Je l'ai lu plein de fois et à chaque fois que tu le liras, en fait tu découvriras des nouvelles choses à chaque fois en fonction de ton niveau de conscience. Et en fait moi aujourd'hui, c'est vraiment mon kit de survie ce livre. Et il a vraiment pour moi, il y a eu un avant et un après ce livre parce qu'il a répondu à plein de questions que je me posais. Et c'est même pas des questions, il a conforté des idées des choses que je sentais à propos de la vie. Et en tout cas, il a donné un sens à ma vie et il m'a surtout redonné de l'espoir. Et je me dis, alors moi par rapport et même par rapport à ce que j'entends aussi, c'est que tous les deux on a eu la chance de se rendre compte assez vite que la vie c'était pas juste métro boulot dodo. Et comment vous expliquer qu'il y a des personnes, moi par exemple dans les gens que j'accompagne, c'est vrai que les jeunes
on se pose pas trop des questions sur le sens de la vie. Bah, j'ai l'impression quand même de plus en plus, mais souvent, c'est ce que vous dites, c'est plutôt vers 40, 50 ans qu'on se réveille, on se dit, mais il y a un truc qui va pas. Et moi, ce que je vois même autour de moi, et ça me rend triste, de voir beaucoup de gens qui sont dans ce que j'appelle un inconfort confortable, une espèce de mélancolie en arrière-plan, et qui se contentent de ça, et qui croient que la vie, bah, c'est ça, c'est être de temps en temps un peu content, avoir de brefs moments de bonheur, et puis la plupart du temps, galérer. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Bon, moi, j'ai plutôt la vision inverse de la vie. Et du coup, voilà, ça me questionne parce que moi, ça arrivait très tôt, ces questions-là. Et je me suis dit, mais comment on peut attendre 40 ou 50 ans avant de se réveiller, quoi? Ouais. Vous venez d'utiliser un terme qui est très juste, je trouve, c'est se réveiller. C'est-à-dire vous désignez en fait la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, puisque c'est à cet âge-là que la plupart des gens la vivent. Vous le désignez du terme réveil. Et c'est exactement ça. Et dans toutes les traditions spirituelles, on compare la vie de la plupart des gens à un endormissement, en fait. Et notamment dans les spiritualités asiatiques, hein, je pense notamment au bouddhisme et à l'hindouisme, on compare inversement l'évolution à un éveil. Et finalement, c'est comme si, pour la plupart des gens, ils dormaient en eux-mêmes, si vous voulez. C'est-à-dire que l'être humain va souvent accepter une situation, même si elle est inconfortable, et vous l'avez dit, parce qu'elle est connue. Et en fait, l'être humain est ainsi fait qu'il a une sorte d'aversion à l'égard du changement et de la nouveauté. Et il va préférer de loin une situation connue, même si elle est source de souffrance, plutôt qu'une situation nouvelle et inconnue, même si elle est prometteuse. Vous voyez. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens se contentent d'un statu quo, se contentent d'une situation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, parce qu'ils ont peur de la nouveauté, ils ont peur de quitter leur zone de confort. Donc ils préfèrent accepter une situation désagréable. Ce qui est véritablement dommage, quoi. Parce que ces personnes ignorent qu'elles auraient la possibilité de s'épanouir et d'être heureuses, et que la vie peut être vue aussi comme un jeu, et comment dire, tout un champ d'expérience. Pour moi, la vie, c'est vraiment fait pour expérimenter, vous voyez, mais à condition de l'accepter et de quitter les rails dans lesquels on s'est mis soi-même, ou dans lesquels d'autres, comme par exemple nos parents, ont pu nous mettre. Et selon vous, est-ce que on a besoin de souffrir pour être heureux? Parce qu'en tout cas, dans votre parcours, ou par exemple dans le mien, moi, ce qui m'a permis de partir à la quête du bonheur, c'est parce que j'ai souffert. Et parce que je n'ai pas été heureuse, ou que j'étais le témoin de souffrance autour de moi, que je me suis dit, moi, c'est juste pas possible que je passe ma vie comme ça. Enfin, je veux pas d'une vie comme ça. Et donc, est-ce que, selon vous, on a besoin de souffrir pour être heureux? Bien, pour vous, comme pour moi, la souffrance a été le déclencheur de l'éveil. D'accord, au départ, c'est ce qui a permis à un moment donné une bascule, donc de sortir de cette léthargie, de cet état dans lequel on était malheureux. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. C'est là peut-être que quelqu'un qui serait depuis son enfance initié par son entourage, ses parents par exemple, à un éveil, qui est donc des personnes qui le placeraient sur un chemin d'éveil. Pensez par exemple, je sais pas, à l'éducation d'un Dalai Lama. Bon, dès son plus jeune âge, on le prépare à l'éveil. Donc, est-ce que dans ces cas-là, la personne a besoin de souffrir? Pas forcément. En tout cas, pour beaucoup de gens, ça passe par là. Tu sais, c'est Échille qui disait qu'il faut souffrir pour comprendre. Et en fait, je pense que la souffrance a une fonction. Elle n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, elle a une fonction, la souffrance, qui est de nous rendre conscients, je crois. C'est la souffrance qui va faire qu'à un moment donné, y compris la souffrance physique, d'ailleurs, qui nous ramène dans notre corps, si on était un peu dans notre tête, dans nos pensées. Oui. Donc la souffrance physique a aussi cette fonction, je crois, nous rendre conscients. Nous rendre conscients, et c'est à partir du moment où on est conscient de notre vie, de notre situation, de ce qu'on est en train d'expérimenter, que l'on peut agir en étant maître de sa vie. Le problème, la plupart du temps, c'est que les gens ne sont pas maîtres de leur vie. Ils sont une fois de plus sur une sorte de chemin, de rail, d'habitude. Et donc, ils avancent sans se poser de questions. Et l'éveil passe par la conscience, vous voyez. La conscience de qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que me réclame mon cœur, dans quelle direction, vous voyez, cette petite voix intérieure me pousse à aller.
Mais pour ça, ça implique d'être conscient. Et la souffrance permet je pense, cet éveil à la conscience. Alors moi, c'est vrai que c'est des réflexions que j'ai. Et en même temps, je sais qu'il y a des personnes qui me répondent, non, mais tu te prends trop la tête, Maïlan. Enfin, des fois, on me renvoie que voilà, je me pose trop de questions sur comment donner plus de sens, comment être plus heureux. Et pour certains, justement, enfin, j'ai des amis qui sont très cartésiens et qui Oui, me disent, bah non, mais enfin voilà, moi ouais, ok, mais le boulot c'est pas le boulot de mes rêves. Bon, j'ai hâte d'être à la fin de journée, mais je me contente de ça. oui. Et j'ai l'impression quand même que c'est des gens relativement heureux, mais voilà, et ça me questionne parce que moi, je sais que je pourrais pas me contenter de ça, en fait. Oui, oui, mais vous l'avez dit, ils sont cartésiens. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont, je présume, une vision matérialiste de la vie. Mm. Si vous considérez, c'est la vision dominante en Occident aujourd'hui, si vous considérez que la vie, c'est juste de la matière, que votre corps est fait seulement d'atomes, à ce moment-là, la vie n'a pas un sens particulier. C'est-à-dire que vous êtes là juste pour profiter des plaisirs que votre brève existence peut vous offrir. Donc à ce moment-là, bah, vous acceptez un travail même s'il ne vous épanouit pas, parce que ce travail va vous permettre de gagner de l'argent, et avec cet argent, vous allez pouvoir consommer des plaisirs. Mm. Et aujourd'hui, en Occident, et maintenant, je dirais d'Occident, mais maintenant c'est une vision qui s'est répandue un peu partout à la surface du globe, il y a une sorte de confusion entre bonheur et plaisir. Donc finalement, pour la plupart des gens, être heureux, c'est consommer un certain nombre de plaisirs. Ça veut dire s'acheter des choses dans les magasins, ça veut dire avoir des plaisirs gustatifs, sexuels ou autres. Mais on est sur la consommation de plaisir. Donc si vous avez cette vision du monde, que votre vie n'est que matière et qu'après vous, il n'y aura plus rien et que vous êtes là juste pour profiter, eh bien à ce moment-là, vous pouvez accepter un boulot qui ne soit pas intéressant s'il vous le permet d'accéder à ces plaisirs. D'accord. Et c'est ce qui explique aussi que pour la plupart des gens, la question existentielle, la question du sens, arrive lors d'une crise professionnelle, par exemple lorsqu'ils perdent un emploi. Lorsque vous vous faites licencier à 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus les moyens d'accéder à ces plaisirs. Du coup, problème. Et comme vous avez un problème, là, vous vous posez des questions que vous ne vous seriez peut-être jamais posées. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'une fois de plus que dans la vie, les problèmes et ce que l'on étiquette souvent assez rapidement coup dur ou crise sont en fait au contraire souvent un cadeau de l'existence qui nous permettent d'évoluer, vous voyez. Donc ça, j'en suis persuadée. Hein. Oui. Alors, si vous avez ensuite une autre vision de l'existence, plus spirituelle, alors sans forcément d'ailleurs appartenir à une religion ou autre, mais simplement le fait de considérer que vous n'êtes pas qu'un amas d'atomes, que la vie a un sens autre, même s'il reste mystérieux. Le fait peut-être aussi que après que la mort n'est peut-être que la mort du corps et peut-être que l'âme perdure, peut-être si vous pensez que votre passage sur Terre correspond à, je ne sais pas, peut-être la nécessité d'apprendre quelque chose pour faire évoluer votre âme, pour l'éveiller. À ce moment-là, vous voyez la vie très différemment et vous cessez de rechercher le bonheur uniquement dans la consommation de plaisir. Et c'est à ce moment-là où vous devenez exigeant avec vous-même et avec votre existence, j'ai envie de dire, pour vous épanouir, vous voyez, pour vous réaliser. Et à ce moment-là, vous pouvez voir la vie comme une réalisation de soi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par réalisation de soi? C'est étonnant, d'ailleurs, cette formule, réalisation de soi, se réaliser. Ça présuppose qu'on n'existe pas vraiment. Et c'est comme si la vie, finalement, consistait à se créer soi-même, vous voyez, devenir réel, devenir qui on est. C'est très intéressant et ça peut en effet être l'un des buts, l'un des sens de l'existence, quoi. Donc là, à partir de là, vous voyez les choses différemment. Et là, vos amis commencent à vous dire, mais vous te posez peut-être trop de questions. Hein. En tout cas, je suis comme ça, donc je n'arrêterai jamais de m'en poser. Et est-ce que selon vous, on peut être heureux sans être spirituel? Ça rejoint vraiment le point qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, si vous considérez que le bonheur, c'est accéder à une multitude de plaisirs, à ce moment-là, arrangez-vous pour avoir un job qui vous procure beaucoup d'argent, parce que l'argent vous permet d'accéder au plaisir. Mais c'est du plaisir, mais là, on parle de Et c'est du bonheur plaisir. véritable. Voilà. Et moi, mon sentiment, c'est que le bonheur se trouve quand on se réalise, donc quand on devient vraiment soi-même, quand on est à l'écoute de son cœur, quand on a des actions qui ont un sens pour nous, et elles ont un sens pour nous parce qu'elles permettent de répondre à nos valeurs, et finalement, elles nous permettent d'exprimer qui on est. Et donc là, c'est là où on rentre dans le spirituel. Pourquoi? Parce que on quitte juste des décisions à un niveau vraiment matériel et on pose déjà la question de qui sommes-nous?
qui on est. Ce que j'évoquais d'entrée de jeu en vous disant que la plupart des gens se contentent de s'identifier soit à leur métier, soit à leur apparence physique, soit à leur possession, soit à leur qualité, etc. Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas ça, que vous êtes autre chose que ça, à ce moment-là, se pose la question de qui suis-je véritablement? Et c'est là où on entre dans le spirituel. Qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis mon âme? Est-ce que je ne suis qu'un corps? Et si c'est le cas à ce moment-là, pourquoi est-ce que mon corps vieillit, quoi? Mais si vous considérez que la réponse à la question qui suis-je se situe plus au niveau de l'âme qu'au niveau du corps, à ce moment-là, par exemple, vous acceptez de vieillir, parce que c'est le corps qui vieillit, c'est pas l'âme. Vous voyez, moi aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis moins beau qu'à 20 ans, j'ai même pas tout à fait les mêmes capacités cérébrales. Vous voyez, il m'arrive de chercher mes mots, de perdre des informations, de la mémoire, etc. Et pourtant, je me sens plus moi qu'à 20 ans, ce qui est étonnant. Et donc, moi, je tends à croire aujourd'hui que je ne suis pas mon corps et que finalement, le corps n'est qu'un véhicule pour mon âme. Et que de ce point de vue-là, la mort n'est qu'une libération, c'est l'ultime libération de ce dont je n'ai plus besoin, vous voyez. Et je pense que quand on avance dans la vie sur un chemin d'éveil, on se libère de ce dont on n'a plus besoin. Donc, on commence par se libérer de nos illusions, donc l'illusion que l'on existe à travers son métier, ses qualités, sa beauté, etc. On se libère de tout ça jusqu'à finir par se libérer au bout du bout de notre corps parce qu'on n'a plus besoin de ça pour exister. Ça, c'est ma vision à laquelle on n'adhère pas, hein, bien sûr. Mais pour répondre à votre question, en tout cas sur peut-on être heureux sans être spirituel, je tends à croire que non. On peut avoir plein de plaisirs satisfaisants, hein, donc se sentir bien dans un état interne positif, tout à fait, en ayant une vision matérialiste de la vie. Mais le véritable bonheur, pour moi, est lié à la réalisation de soi, et donc c'est en soi une démarche spirituelle. Et donc, je sais que vous avez beaucoup voyagé. Enfin, c'est comme ça. Enfin, j'imagine que vos voyages ont été la source d'inspiration de vos romans. Oui. Et parmi tous les voyages ou enfin toutes les thérapies, tout ce que vous avez fait par rapport à votre quête spirituelle, est-ce que il y a eu une personne ou un voyage, une rencontre qui vous a particulièrement marqué? Mon vécu, mon éveil a été le fruit d'un long et lent cheminement. Donc, oui, il y a eu des rencontres, oui, il y a eu des voyages, mais à chaque fois, j'ai franchi une étape. Vous voyez, j'ai avancé vers une nouvelle phase. Donc, c'est une évolution qui a été très lente, très progressive. Alors, je pars de loin aussi. Hein. J'étais particulièrement mal dans ma peau et malheureux quand j'avais 20 ans, mais j'ai pas eu vraiment un déclencheur. Si néanmoins je m'efforce de répondre à votre question, je dirais que non, ce qui a été un déclencheur, c'est la découverte des sciences humaines, et notamment de la psychologie au début. Pourquoi est-ce que ça m'a permis de me comprendre? Et la clé, je l'évoquais tout à l'heure, finalement, si on considère le bonheur comme le fait de se réaliser, c'est devenir réel, donc se créer soi-même. Ça part du principe qu'il faut se connaître soi-même. Et d'ailleurs, c'est bien ce à quoi invitaient les sages de la Grèce ancienne quand ils écrivaient au fronton du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même ». Cette invitation à la connaissance de soi est essentielle. Et donc, se connaître, pour moi, est passé par des cours de psychologie. Psychologie, et d'abord même par des lectures. Donc, j'ai été boulimique de lectures de psychologie, de sciences humaines. Et ça a été en soi un déclencheur, parce que c'est ça qui m'a mis sur le chemin, et après ma crise initiale. Ça m'a mis sur le chemin. Et ensuite, il y a eu plein de rencontres, donc ce serait presque injuste de vous citer une personne, parce qu'en fait, chacun m'a apporté et continue de m'apporter, vous voyez. Donc, bon, je peux vous citer peut-être plus des courants de pensée. Par exemple, le point d'entrée pour moi, ça a été la PNL, programmation neurolinguistique, qui est un peu rattachée aux sciences cognitives, la psychologie cognitivo-comportementaliste. Mais je me suis ensuite intéressé à d'autres courants de pensée. Il y en a plein dans le monde de la psychologie. Il y a l'énéagramme, il y a la spirale dynamique, il y a l'analyse transactionnelle, la psychanalyse. Je me suis intéressé vraiment à différents courants. L'hypnose ericksonienne, et j'ai rencontré à chaque fois des gens formidables qui m'ont fait avancer, mais progressivement. Et en fait, c'est lent l'éveil. Je pense que c'est peut-être encore une illusion de croire que, vous voyez, il peut y avoir un petit déclencheur et hop, ça y est, je deviens quelqu'un d'éveillé et d'hyper zen. C'est pas mon expérience personnelle, et j'ai
j'ai pas connu beaucoup de gens qui ont basculé comme ça d'un état à un autre. Il y a Eckhart Tolle, je crois, qui a vécu une bascule, en tout cas, il le Byron raconte. Katie aussi. Oui, voilà, donc il y a quelques personnes qui ont vécu ça. Mais pour le commun des mortels, c'est plutôt un long chemin. Et c'est pas grave, je dirais, parce que le chemin en soi, non seulement il est intéressant, mais il est enthousiasmant. C'est-à-dire, chaque fois que vous franchissez une étape, chaque fois que vous avancez un peu vers une forme de sagesse et d'éveil, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux. Vous voyez, je ne dirais pas que chaque jour je me sens mieux que la veille, parce que c'est pas aussi rapide que ça, mais en tout cas, chaque mois, chaque année, je me sens mieux que le mois qui va précéder ou l'année qui a précédé. Vous voyez, donc c'est très enthousiasmant. Et au bout d'un moment, on a cette certitude qu'on est sur le bon chemin. Et voilà, c'est fabuleux. D'accord. Donc, de ce que j'entends, c'est que ça a été vraiment un cheminement. Il y Oui, a, oui. mais alors, j'insiste peut-être un peu, mais il y Ouais, a pas eu de rencontre peut-être vraiment marquante, un peu comme moi, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, pareil, enfin, je me considère pas comme éveillée, mais par exemple, pour moi, il y a eu un avant et après le guerrier pacifique. Donc, pour moi, clairement, ça a ouais. été un élément déclencheur. Après, il y a eu quand même des rencontres qui m'ont plus marqué que d'autres. Moi Où, aussi, forcément. Oui, oui. voilà, ça fait Et 10 ans que, je vais voilà. vous donner quelques noms, parce que Ouais, mais c'est injuste, parce que du coup, je vais en oublier qui m'ont beaucoup apporté. ouais. Bon, des gens comme Robert Dills, par exemple, ont beaucoup compté pour moi. Des gens comme Stephen Gilligan. Stephen Gilligan, qui est, Je connais pas. écoutez, c'est un docteur en psychologie qui est spécialiste de l'hypnose ericksonienne. D'accord. Il a eu la chance de pouvoir se former auprès de Milton Erickson, de son vivant. Mm. Milton Erickson, qui est celui qui a créé l'hypnose médicale, hein. Pas l'hypnose de Oui, siècle, oui, oui, oui. Mm. l'hypnose Parce que je suis formée thérapeutique. à la PNL aussi. Ok, très bien. Donc Stephen Gilligan est vraiment assez maître dans l'art de l'hypnose ericksonienne. D'accord. C'est quelqu'un auprès de qui je me suis formé, oui, qui a beaucoup compté sur moi, y compris au niveau de la santé, je dirais. Des gens comme David Gordon aussi, des gens comme, bon, bien sûr, dans une moindre mesure, je dirais John Grinder et Richard Bandler, vous connaissez puisque ce sont les fondateurs de la PNL, auprès de qui j'ai eu la chance de me former. Mm. Et puis aussi, je pense à un chaman péruvien, Don Americo Yabar, à Tom Best, qui m'a initié aux pratiques chamaniques, le regretté Mm. Tom Best, puisque malheureusement il a disparu il y a quelques années. Voilà, puis il y a aussi des cultures. C'est là, il y a des cultures moi, qui m'ont marqué. Je pense notamment à la culture balinaise. Ça ne vous surprendra pas, puisque mon premier livre, L'homme qui veut être heureux, se passe à Bali. J'ai été marqué par la culture balinaise parce que les Balinais sont l'un des rares peuples à notre époque qui vivent encore très différemment de nous. Ils ont été peu influencés par l'Occident, par la vision matérialiste de l'Occident. Ce sont des gens qui vivent dans le sacré ou qui vivaient. Parce que moi j'y ai séjourné très longtemps, mais c'était en 1995, donc ça a pu Mm. évoluer. Et ce sont des gens que l'on sentait illuminés d'une certaine manière. Vous voyez. Et moi, ce sont des gens qui m'ont beaucoup troublé. J'ai séjourné longtemps à Bali et ils m'ont donné envie de leur ressembler quelque part. Vous voyez. Donc ça a peut-être été un déclencheur en ce sens que je pense que ça doit correspondre à l'époque à laquelle ma vision anciennement matérialiste de la vie a été bousculée quelque part. Oui, certainement. Puis après, j'ai eu beaucoup de lectures et même, j'ai envie de dire, de rencontres littéraires avec des auteurs qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Et là, je citerai Milton Erickson, une fois de plus, mais aussi Joseph Campbell, qui a beaucoup compté pour moi, qui compte encore beaucoup. Mm. Joseph Campbell, c'est un grand mythologue américain. Super. Ben, merci. Et Merci, du Emmanuel. coup, alors de ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, est-ce que vous avez un guide ou un maître spirituel? J'ai cru comprendre que non, du coup. Oui, Mais oui, oui, non, non, j'ai pas un guide. J'ai jamais eu un guide. C'est-à-dire, j'ai eu des coachs, par exemple, comme vous, quoi, qui ont beaucoup compté pour moi, c'est-à-dire qui m'ont permis euh, d'accélérer mon avancée sur le chemin. Vous voyez, ils vont vraiment contribuer à mon éveil, vraiment des personnes très compétentes. Donc ça, mais ce n'étaient pas des maîtres spirituels. Donc non, il n'y a pas eu un maître spirituel auprès de qui je me suis formé. Puis vous savez ce qui s'est passé, parce que pour moi, pendant des années, en fait, si j'ai parcouru le monde, comme vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est que je me cherchais des mentors. Je me cherchais justement des maîtres spirituels. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté, mais j'ai pas eu envie de devenir leur disciple et de les suivre partout, de rentrer dans un ashram ou autre. Mais ces gens m'ont apporté jusqu'à ce qu'un jour, je réalise
que j'avais pas forcément besoin d'un maître, parce que je pouvais apprendre de chaque instant de la vie. Parce qu'en fait, la vie se chargeait de mettre sur mon chemin non seulement des personnes que l'on pourrait qualifier d'ordinaires, vous voyez, les gens que vous croisez dans la rue, mais qui vont vous apporter quelque chose. Et moi, c'était le cas pour moi, je peux vous citer des exemples précis d'ailleurs, mais aussi des événements. J'ai compris un jour que la vie se chargeait de mettre sur mon chemin des événements, et souvent d'ailleurs sous la forme de tuiles, de coups durs, de problèmes, vous voyez, qui me permettent d'évoluer, à condition de les accueillir comme tels. C'est là souvent, en tout cas en Occident, une fois de plus, quand on rencontre une difficulté, un coup dur, on l'étiquette problème ou crise, et on lutte contre, on veut rejeter la chose. Donc on veut se débarrasser d'un problème. Mais si on se dit, tiens, ok, c'est un problème, et peut-être qu'il a une fonction, peut-être que je peux en retirer quelque chose. À ce moment-là, ça vous donne une vision de la vie qui est complètement différente, et surtout une relation au problème en question. C'est-à-dire, si vous vous dites, finalement, il est peut-être là pour m'apporter quelque chose, la question va être, qu'est-ce que je peux en apprendre? En quoi la gestion de ce problème va me faire grandir? Et vous voyez, peut-être qu'une attitude assez sage dans la vie, finalement, c'est de se dire à chaque instant, par rapport à tous les choix, toutes les décisions auxquelles on est confronté, parce que pour moi, une vie, ce qui caractérise une vie, c'est la multitude de choix qui s'offrent à nous à chaque instant. Eh bien, c'est de dire quel va être mon choix, et de répondre à cette question en choisissant ce qui permet d'élever sa conscience. Vous voyez, qu'est-ce qui va me faire évoluer en tant que personne dans le bon sens? Qu'est-ce qui va faire de moi une meilleure personne? Et donc, par rapport à ce problème que je rencontre, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne peut-être qui m'interpelle à un moment donné, comment je vais réagir? Et là, j'ai choisi ce qui va me permettre d'avancer et d'être une meilleure personne, une plus belle personne, plus éveillée. Mais ça pourrait presque être un principe de vie, quoi. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que tout le monde ou chaque situation est votre guide et votre maître dans le moment présent, et Oui. qu'il n'y a pas une seule personne qui vous guide ou qui vous accompagne. Oui. Ah, aujourd'hui, oui, très, très clairement. Oui, oui. Bah, merci pour cette réponse, et ça va un peu dans le sens de ma vision des choses aujourd'hui, parce que bon, vous allez sûrement lire Le Guerrier Pacifique, mais en fait, c'est l'histoire d'un maître et de son disciple. C'est basé sur une histoire vraie. Et en fait, le mentor s'appelle Socrate dans Le Guerrier Pacifique. Et moi, en fait, quand j'ai lu ce livre, moi, je voulais trouver mon Socrate. Et d'ailleurs, Olivier Clerc, dans l'interview qu'on a faite ensemble, lui, pareil, quand il a découvert Le Guerrier Pacifique, lui, pareil, il s'est dit, je veux trouver mon Socrate. Et moi, du coup, pendant des années, je suis partie à la recherche à travers des thérapies, des voyages, des retraites, des stages, enfin des formations, enfin, partout, mon Socrate. Et en fait, je l'ai jamais trouvé. Enfin, je l'ai trouvé oui et non, en fait. Et par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie et à toutes les rencontres que je fais, j'ai l'impression qu'en tout cas, mon chemin à moi, alors peut-être que certaines personnes, leur chemin, c'est d'avoir un guide, un maître. Et moi, plus ça va, et plus je me dis que finalement, même mon voisin peut être mon maître, peut m'enseigner quelque chose. Et du coup, je me dis, on est aussi, j'ai peut-être aussi cette chance-là. J'aime bien le conte, c'est l'objet de ma dernière vidéo, chance, malchance, qui sait. Et pour moi, c'est une chance, justement, peut-être de ne pas avoir rencontré une seule personne, parce que comme ça, déjà, ça m'évite d'être gouroutisée. Et ça permet de tracer mon propre chemin, de tracer ma propre voie à ma façon. Et finalement, des fois, j'ai des amis ou des personnes que j'observe, même des inconnus, qui m'enseignent beaucoup plus qu'un grand maître spirituel. Tout à fait. Tout à fait. Oui, pas plus tard qu'hier, je croise mes voisins les plus proches, qui sont quand même à 100 mètres. Et ce sont un couple de 84 ans, deux personnes qui ont chacune 84 ans. Et donc, à 84 ans, on est souvent pétri de douleur, d'accord? Nos corps commencent à faire souffrir. Et donc, j'échange quelques minutes auprès de la dame, de ma voisine, qui me dit oh, mais ça va, il y a plus grave. Et elle me dit, de toute façon, dès que j'ai un problème, je me dis, il y a plus grave. Et j'ai trouvé que c'était une sagesse exemplaire. Exemplaire, là où beaucoup de gens pourraient se morfondre et se dire, j'ai pas de chance quand même, ce qui m'arrive, ce problème de santé, d'arthrose ou je ne sais quoi. Je veux dire, ça pourrait être plus grave. Et du coup, ça l'amène à relativiser. Et j'ai trouvé que c'était une immense sagesse. Vous voyez, c'est une personne, voilà, comme on peut tous en croiser,
c'est une voisine, vous voyez, c'est en aucun cas un maître spirituel. Mm. Et néanmoins, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait méditer. Mm. Merci pour le petit témoignage. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une personne aujourd'hui qui se sent malheureuse? Quel message vous auriez envie de transmettre? J'ai envie de lui dire que c'est pas une condamnation à vie, quoi. C'est Mhm. jamais une condamnation à vie. Et que la bonne nouvelle, je dirais, quand on se sent malheureux, ça ne peut que aller mieux. Enfin, c'est un peu dans le sens des propos de ma voisine, mais quelque part, la situation ne peut que s'améliorer. Vous voyez, donc finalement, la question pour elle, c'est de mettre son attention sur peut-être une forme de curiosité. Se dire, tiens, aujourd'hui ça va mal, je suis malheureuse. Tiens, je me demande finalement dans quel sens va aller ma vie et qu'est-ce qui va me permettre de l'améliorer. Vous voyez, un peu comme si on était spectateur de sa vie en disant, bon, il va forcément m'arriver les choses mieux, puisque là, ça va pas du tout. Mm. Et donc, par quel biais ça va arriver? Est-ce que ça va être par le biais d'une rencontre? Est-ce que ça va être par le biais d'une introspection? Et être non seulement à l'écoute, mais se mettre dans un état d'esprit d'accueil. C'est là, je pense qu'il est vain de lutter. C'est là, quand on est malheureux, c'est souvent lié à des événements, des situations que l'on subit, et il peut être tentant de lutter contre cette situation. Et je crois que plus on lutte et plus on renforce ce contre quoi on lutte. Mm. Ce qui est intéressant, c'est un état d'accueil. Vous voyez, se dire, OK, il m'arrive ceci aujourd'hui. OK, c'est ce que la vie m'offre aujourd'hui, je l'accueille. Et qu'est-ce que je peux en retirer? Et étant dans cet état d'accueil, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, vous voyez? Et je pense que ça crée une disposition d'esprit, une sorte d'ouverture d'esprit qui attire à nous les choses positives. En fait, je suis de plus en plus convaincu que la vie est au moins en partie le fruit de notre vision de la vie. Mm. Et donc, quand on est malheureux, je crois que c'est utile de ne pas se répéter en boucle qu'on est malheureux. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire l'autruche, parce que vous voyez, on peut mettre de la musique super gaie pour oublier qu'on est malheureux. Et c'est pas forcément comme ça que ça marche. D'ailleurs, il y a même une étude scientifique qui a été menée assez récemment qui ont montré que les personnes qui étaient tristes ou mélancoliques, eh bien, revenaient plus facilement dans le positif si elles se mettaient à écouter de la musique triste que si elles se forçaient à mettre de la musique gaie, ce qui est très intéressant. Mm. Et ce qui va aussi dans le sens d'un accueil de la vie. Aujourd'hui, la vie dans l'instant présent me donne un accès de tristesse. Ok, je l'accepte, je l'accueille. Je lutte pas contre, je l'accueille. D'ailleurs, j'ai pour le besoin d'écouter une musique triste et c'est ok, je l'accueille. Mais je ne me complais pas dans le malheur et surtout, je ne développe pas une identité de victime. Vous voyez, je suis quelqu'un de malheureux et puis d'ailleurs, je vais le faire savoir et puis peut-être qu'on va me plaindre et je vais en espérer des bénéfices secondaires. Vous voyez. Et comment on peut, pour vous, comment on accueille? Parce qu'il y a beaucoup de gens, pareil, moi je parle beaucoup de ça, et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire accueillir sa tristesse ou accueillir une émotion douloureuse. Ils se disent, ok, ça veut dire quoi accueillir en fait? Eh bien, c'est se dire, ok, dans l'instant présent, je me sens malheureux, ou je me sens triste, ou je me sens mélancolique. Et c'est OK. J'ai le droit de ressentir de la tristesse, de la mélancolie, du malheur. J'ai le droit. C'est OK, vous voyez. Je ne dois pas lutter contre ça. Je ne dois pas me mettre en guerre contre qui que ce soit et surtout pas contre moi-même. Déjà, j'ai le droit, je ressens ça. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, si vous prenez la parole sur scène, si vous avez le trac, vous dire, OK, je ressens le trac et c'est OK. J'ai le droit de ressentir le trac, vous voyez. C'est ça à accueillir. C'est pas lutter contre l'existant, parce que la vie, c'est un oui, la vie, c'est pas un non. On peut pas dire non à ce que la vie nous donne, vous voyez. Donc, pour moi, c'est la première phase, c'est toujours une phase d'acceptation et d'accueil. Et ensuite, quand on accueille les choses, alors déjà, il se passe un certain nombre de phénomènes qui peuvent sembler magiques, même si c'est pas de la magie, parce que souvent, la vie est porteuse de messages, donc les événements sont porteurs de messages. Prenez par exemple, je sais pas moi, une maladie. Une fois de plus, une réaction, si une maladie vous tombe dessus, entre guillemets, peut être de lutter, de résister. Je rejette la maladie. Une autre réaction, c'est de se dire, OK, j'ai cette maladie, c'est comme ça, je l'accueille et je l'accepte. Et peut-être que cette maladie est porteuse d'un message. Alors, quel peut être le message de cette maladie? Et c'est à partir du moment où j'accepte que je me détends. Et à partir du moment où je me détends, je cesse de me crisper. Et donc, je redeviens beaucoup plus moi-même. Et à partir de là, d'ailleurs, comme par hasard, on accède à des ressources qui permettent aussi de se libérer de la maladie.
Et quand on est dans un état d'accueil, on reçoit des messages. Vous voyez, donc si alors une maladie peut être porteuse de messages, y compris de messages très simples comme un besoin de repos, par exemple. Vous avez la grippe, c'est peut-être que le message de cette maladie, si vous avez besoin de vous reposer, parce que vous bossiez comme un fou avant, vous voyez. Si vous avez des problèmes professionnels, il y a peut-être un message derrière ça, un message que vous avez besoin de prendre des décisions dans votre métier, de réorienter votre carrière. Mais pour percevoir ces messages, il faut être dans une disposition d'esprit qui est une disposition d'accueil, pas de refus. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est que l'accueil, ça veut dire c'est là, mais ça ne veut pas dire se dire c'est bien. Parce que souvent, les gens confondent. Voilà, c'est pas tout accepté non plus, bien sûr, complètement. Mais se dire, voilà, c'est là, ok, je le reçois. C'est pas ce dont j'avais envie, je ne me leurre pas non plus, mais c'est là, donc je l'accueille et je m'interroge. Quel message de cela? Quel message de cela? Et ensuite, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que vous avez des rituels ou des pratiques pour cultiver une certaine sagesse, une certaine intériorité? Alors, le seul rituel que j'ai, c'est un rituel de gratitude. En fait, c'est là, tous les jours, mais c'est même pas un rituel, il n'y a pas d'obligation. Parfois, derrière le mot rituel, il y a des obligations, comme vous voyez, les croyants qui s'obligent à faire des prières à certaines heures, etc. Donc, moi, c'est pas mon état d'esprit. Mais disons que tous les jours, ou quasiment tous les jours, je remercie. Je remercie la vie, le ciel, Dieu, appelez ça comme vous voulez, pour ce qui m'arrive. Mais pas ce qui m'arrive moi personnellement. En fait, ça se passe souvent quand j'observe la nature, parce que je vis depuis 1 an et demi dans la nature, un très beau point de nature. Et donc, quand je regarde, moi, dès que mon regard se porte dehors dans cette nature, et quel que soit le temps, je vois de la beauté et je ressens de la gratitude. Et donc, j'envoie un message de gratitude. Si j'ai un rituel, c'est celui-là. C'est remercier. Remercier, parce que je trouve qu'on vit dans une planète qui est quand même très, très belle. Et je trouve que c'est une chance inouïe de vivre dans cette beauté, d'expérimenter cette beauté. C'est quelque chose de gratuit, qui est à la disposition de tout le monde. Et le fait de voir cette beauté, de remercier pour ça, de remercier la vie pour ce qu'elle nous offre, mais aussi pour ce qui nous arrive à nous. Remercier, en fait, pour moi, ça a un impact positif. Je le fais pas pour ça, il n'y a pas une intention derrière. Je le fais parce que j'ai envie de remercier, mais j'en ressens indirectement un effet positif en termes de confiance. C'est-à-dire quand on remercie, ça veut dire qu'on met notre attention sur ce qu'il y a de bien et de beau dans la vie, et du coup, ça nous donne confiance en la vie. Et c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Et quand vous êtes en confiance, que vous avez confiance dans la vie, dans votre vie, eh bien, les choses se passent beaucoup mieux que si vous êtes dans la peur ou le doute. Donc, la gratitude permet d'accéder, selon moi, à la confiance. D'accord. Du coup, est-ce que vous pratiquez aussi je sais pas, par exemple, la méditation? Oui, la méditation et aussi mais de façon pas régulière. Le Qigong, qui pour moi est une forme de méditation du corps, en fait. Mais ce que je pratique de manière régulière, c'est la marche dans la nature. Et c'est aussi une forme de méditation. Oui. Il y a la méditation marchée, d'ailleurs. Oui. Nathan parle. Parce que la marche dans la nature permet, enfin pour moi, c'est comme ça que je l'expérimente, de me reconnecter à la nature, donc quelque part à l'essentiel. Et de sentir qu'on est finalement un être vivant sur cette terre, ancré dans le sol et en lien, en connexion avec tous les êtres vivants de cette planète. Et ça, c'est quelque chose que je ressens profondément. Et aussi qui me permet de me ressourcer. D'ailleurs, quand j'ai des événements qui peuvent me décentrer, ce qui arrive évidemment, comme tout le monde, je ne suis pas un sage. Quand je suis décentré, je sais que le fait d'aller dans la nature me recentre quasi immédiatement. Ok. Et si vous deviez résumer votre message en une phrase ou en un mot, par exemple, quel message vous aimeriez qu'on retienne de vous? Un message pour moi, c'est que la clé de tout, la clé de l'éveil dans la vie, c'est se connaître soi-même. Donc, découvrir qui vous êtes, être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos aspirations profondes, pour ensuite vous autoriser à devenir qui vous êtes véritablement. Et ce, en connexion avec les autres. Je dis souvent que le bonheur n'est pas quelque chose que... c'est pas une démarche égoïste, on ne peut pas être heureux seul dans son coin. Donc, pour prendre conscience de cette connexion, du fait que nous sommes tous reliés, quand je dis tous, c'est tous les êtres humains, mais aussi, je pense, tous les êtres vivants de cette planète. Donc, j'inclus aussi les animaux et les plantes, vous voyez.
Et donc, être à l'écoute de soi-même, savoir qui on est pour devenir véritablement qui l'on est en relation avec tous les êtres vivants et le cosmos. Super. Et dernière question, c'est est-ce que vous êtes heureux, Laurent Gounel? Oui, alors on me pose souvent la question, surtout depuis la parution de mon premier livre. Alors la réponse est oui, et en même temps ça me gêne toujours, en raison de votre précédente question concernant des gens malheureux. Et là, je me dis évidemment, vous voyez, s'il y a des gens malheureux qui voient cette vidéo, c'est pas forcément agréable de leur jeter à la figure son bonheur, vous voyez. Et en même temps, je crois aussi que on gagne tous à, comment dire, à percevoir en fait une sorte de chemin qui est incarné par une manière d'être. Donc finalement, moi, quand je rencontre des gens heureux, des gens épanouis, quand je rencontre des sages, ça me donne aussi des indications sur la voie à suivre, vous voyez. Et puis ce que vous dites, c'est que quand vous répondez vous êtes heureux, c'est parce que vous avez adopté un certain état d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous vivez dans le monde des bisounours et que tout va bien. Oui. Vous l'avez dit vous-même que ça vous arrive des fois d'être décentré. C'est juste dans votre façon d'aborder même les difficultés. Vous savez, en tout cas, ça vous y voyez un enseignement, une leçon cachée. En tout cas, vous y voyez un sens. Et c'est pour ça aussi que pour moi, être heureux, ça veut pas dire être un bisounours. Ça veut pas dire que vous êtes tout le temps content. Oui, tout à fait. Même si j'ai connu des sages qui semblaient, en tout cas, vivre dans un grand calme intérieur et une sorte de sérénité, vous voyez, de félicité permanente. Donc, je pense que c'est un état qu'il est possible d'atteindre, mais ce n'est pas encore le mien. J'y travaille. Ni le mien non plus. Et en tout cas, selon moi, il me semble que je trouve que le message comme le vôtre est beaucoup plus accessible aux communs des mortels que, oui, c'est ok, ça peut faire plaisir d'avoir l'impression qu'il y ait des personnes qui sont tout le temps heureux. Moi, j'en suis pas persuadée. Mais en tout cas, je trouve que ça vous rend beaucoup plus accessible, beaucoup plus humain aussi, de parler aussi de vos failles, de vos difficultés. Je trouve que ça donne plus d'espoir de voir que c'est possible d'être heureux malgré les difficultés que dire ça y est, je suis arrivée et puis plus rien le matin. En fait. Oui, tout à fait, vous avez raison, Mélane. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très riche, très profond et je pense, en tout cas, j'espère sincèrement que ça va inspirer les personnes qui vont regarder cette vidéo. Que ça aura peut-être suscité des prises de conscience, parce que c'est le but aussi. Oui. Et puis de leur donner envie de découvrir vos livres si ce n'est pas encore fait.